Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire comme aujourd'hui pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Latifa Imziaten pour parler d'éducation à la paix face au terrorisme et à l'islamophobie. Bonjour Latifa. Bonjour. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es présidente de l'association IMAD pour la jeunesse et la paix. En hommage à Imad, ton fils, ce militaire tué par le terroriste Mohamed Merah à Toulouse en 2012, qui repose en paix. C'était un des premiers attentats en France récents, en tout cas avant Charlie, avant le Bataclan. Et aujourd'hui, tu milites pour la paix et tu interviens notamment énormément dans les collèges pour diffuser un message de tolérance et de dialogue, notamment chez les jeunes qui sont marginalisés par la société, que ce soit en foyer, en prison et surtout dans les quartiers populaires. Ton association, tu l'as créée en hommage à ton fils Imad. Est-ce que tu serais d'accord pour nous parler de lui? Bien sûr. Bien sûr, je vais vous parler d'Ahmed. Ahmed, c'était un garçon, qui était extraordinaire. Un garçon qui n'a jamais eu de problème. Un garçon qui a fait des études, était brillant. Il a voulu s'engager à l'armée. L'armée, toujours, on a peur de perdre son enfant à la guerre. Et moi, j'ai mon père qui est militaire. Mon grand-père, il est militaire. Mes oncles sont militaires. Et mon fils, il a voulu prendre ce modèle-là, peut-être, je ne sais pas. C'était son choix. Et j'ai pas voulu être contre son choix. J'étais obligée d'accepter son choix. Parce que chaque enfant, il a son choix à faire et on doit l'accompagner. Il était très heureux à servir la République. Il était très fier. Et on était très fiers pour lui. Mais Ahmed, il m'a laissé un vide énorme, 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 énorme. C'était un enfant extraordinaire. Vous savez, quand il s'habillait, il mettait en photo, il me dit, qu'est-ce que tu penses, moi? Je suis un beau gosse, je suis beau. Et tout ça, ça me manque énormément. Je vis avec lui. Pour moi, il est toujours là. Grâce à lui que je suis debout. Je pense que ça aurait été pas lui qui m'a donné cette force et toute cette jeunesse que je vois en souffrance, qui me donne encore plus de force pour continuer, je serais plus de ce monde-là. Je suis sûre ça. Parce qu'il m'a laissé une blessure énorme. De partir comme ça, c'est trop dur. Costaud, sportif, grand. J'ai jamais imaginé que mon fils sera assassiné. Comme ça. Froidement et en France. Qu'on est en pays de sécurité. Jamais j'y pense. Jamais j'ai pensé que mon fils, il va mourir en France comme ça. Je dois accepter et de le faire vivre à travers l'association. Chaque action que je fais, chaque jeune que je sauverai, c'était un garçon formidable. Un garçon qui était vraiment joyeux. Jamais vous entendez qu'il est fatigué, jamais vous entendez la preuve. Quand on parlait toutes les deux, et il me dit, j'ai eu ça, maman, je dis, faut toujours rester debout. Faut jamais laisser le debout. Continuer ce que tu fais. Et le jour de sa mort, il est mort debout. Il n'a pas voulu se mettre à genoux. Ça, c'est un message qu'il a laissé pour moi. Il a laissé pour le monde entier. Un soldat. Il est mort en héros. Il a fait l'honneur à l'armée parce qu'il est militaire. Un militaire, il se met pas à genoux. Et moi, je disais, faut jamais te baisser. Tu prends une claque, tu te lèves. Tu prends une deuxième claque, tu te lèves à y mettre. Faut toujours rester debout, mon fils. On s'entendait tellement bien, toutes les deux. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais fait le deuil. Je pourrais jamais faire le deuil parce que je travaille tous les jours avec Ahmed. Toujours en mode Ahmed. Alors, je vis toujours dans ce deuil jusqu'à la fin de ma vie.
Merci d'avoir le courage de partager ça, en tout cas. Je sais que après la mort de ton fils, du coup, tu as voulu comprendre qui était, Mohamed Merah, comment il vivait, comment est-ce qu'il en est arrivé là. Et est-ce que tu veux qu'on enchaîne tout de suite ou est-ce que tu veux qu'on prenne un peu de temps? Non, il n'y a pas de Tu souci, D'accord. y a pas de problème. Et tu t'es rendu justement dans le quartier des Izards, à Toulouse où il habitait. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, d'abord, je voulais aller sur le lieu où il était assassiné mon fils. C'était important Oui, parce que je disais à Imad, il ne part pas sans me laisser quoi que ce soit, parce on avait un lien vraiment très fort. Si oui, vous ça voyez se voit. son portable quand j'allume, le texto que j'ai entre lui et moi, c'est incroyable. Non, tous les jours, maman ça va, et Imad ça va, c'est toujours, même quand on était aux missions, j'ai dit sûrement, il a laissé quelque chose. Et je suis allée, mais ma famille n'a pas voulu, j'ai assisté, je suis partie à Toulouse toute seule, de Rouen, et je me trouvais dans ces quartiers, dans cette gymnase, excuse-moi, je cherchais. Et j'ai trouvé que les traces de sang qui étaient dans le sol, et je disais, mon Dieu, le sang de mon fils, encore les traces, ils sont là. J'ai pris la terre et je commençais à frotter. Et je vous assure, j'ai crié aussi fort que même une voiture est pour m'entendre. Mais j'avais personne. Et là, je suis restée à genoux, j'ai dit à Imen, je sais que tu mords en souffrance, mon fils. Mais je te promets, je vais aller chercher l'assassin. Pourquoi il t'a tué? Qui cet assassin? Je te promets, Imen. Et je me suis élevée et je me suis trouvée dans le quartier. Pourquoi et comment, j'en sais rien. Je tombais sur un groupe de jeunes et je me suis adressée à eux. S'il vous plaît, savez-vous vous l'avez Mohamed Marah? J'ai répété ça 3 fois. La 3e fois, il y a un jeune qui me regarde et se met en sourire. Et il me dit, madame, vous regardez pas la télé, vous lisez pas les journaux? J'ai dit non, mais je voudrais savoir où il habite tout simplement. Il me dit, mais madame, Mohamed Marah, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam. Il a mis la France à genoux. Et j'ai regardé, j'ai dit, mon Dieu, ils m'ont tué la 2e fois, ces jeunes. Je me suis gardé mon calme, je dis, vous voyez cette dame en face de vous? Oui, madame, on vous connaît pas, vous n'êtes pas des quartiers. J'ai dit non. Je suis la mère de Ahmed, qui vous dites, Mohamed Marah, c'est un héros. Il a mis la France à genoux, c'est un martyr. C'est ça le martyr? C'est ça de mettre la France à genoux? C'est ça l'islam? Et ces jeunes, ils sont élevés, ils m'ont cerclé. Je vous assure, je croyais, c'est fini pour moi. J'ai dit, vous me laissez juste le temps de prier. Si vous voulez me tuer, c'est pas un problème. Je suis prête à mourir. Et là, un jeune, il m'a dit, mais on va pas me tuer, madame. Pourquoi vous dites ça? J'ai dit, vous m'entourez comme ça. Il m'a dit, faut pas avoir peur. Mais la seule chose, vous êtes courageuse de venir jusqu'à ici. Nous, on n'a pas de mère qui viendra nous chercher où il habite l'assassin de son fils. Mais vous êtes courageuse. Mais je peux vous dire quelque chose, madame. Regardez où on habite. Tournez-vous. Vous voyez ce quartier, madame? Il est fermé. On est seul, madame. La société, il a peur de nous. Il veut pas de nous. Nos parents, quand on sort, ils ont peur. Ils ont très peur. On n'a plus rien. C'est juste à mourir. Je dis quoi? Et la République, c'est vous. Vous êtes la République. Comment vous osez dire qu'il y a la République qui vous a oublié? Est-ce que vous avez fait des études? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Vous avez rien fait. Alors dis-moi, pourquoi vous dites ça? Et là, le jeune, il me regarde. Il me dit, madame, vous comprenez pas. On n'a aucune chance de s'en sortir. On n'a aucune chance, madame. J'ai dit, la chance, il viendra pas vous chercher. C'est à vous d'aller la chercher.
Et Mohamed Marah, c'est un assassin. C'est pas un martyr. C'est pas un héros de l'islam. Il n'a pas mis la France à genoux. Il a fait la terreur. Il a fait la souffrance. Voilà ce qu'il a créé, Mohamed Marah. Tout simplement. Et vous êtes dedans. Sortez-vous de là. Tendez la main. Demandez. Demandez de l'aide. Ne restez pas là. Mais je peux vous dire une chose. Si vous restez comme ça, vous serez comme Mohamed Marah. Et j'en ai très peur. Alors réveillez-vous, s'il vous plaît. Et un jeune, il m'a dit, Madame, quand les rats ils sont enfermés, là ils sortent, ils font le ravage de la société. Et là, j'ai dit, c'est un danger. Il y a un danger ici, mon Dieu. J'ai dit, écoute, jeune homme, j'ai fondé cette association, je ne savais pas comment travailler. Mais vous êtes l'origine de ma souffrance et moi, je m'attends vraiment. À partir de là, je serai sur le terrain. Je vous promets. Je vais travailler avec vous. Mais je ne veux pas entendre ça. Mais allez chercher votre chance. Et la dernière phrase, un jeune homme qui m'a dit, vous ne pouvez rien faire pour moi, ni pour nous, parce que moi, déjà, je suis mort maintenant. Il n'y a plus rien à l'intérieur. C'est fini. Alors, si vous faites quelque chose, faites-la pour mes frères. Faites-la pour cette jeunesse qui est en train de grandir. Si vraiment vous êtes pas comme tous ces politiciens qui viennent nous voir pour qu'on vote et qui partent et nous oublient. Je dis, je suis pas une politicienne. Je serai une femme de terrain. Voilà ce que je serai toute ma vie. Je vous promets. Et je suis partie. Et depuis ce jour-là, eh ben, je tourne la France, le monde entier. Et je fais des conférences dans les écoles, dans les prisons, dans les foyers, tout public, des projets éducatifs. J'essaie d'apporter tout ce que je peux, apporter le bonheur et l'espoir pour un jeune. Aujourd'hui, je travaille avec des jeunes qui sont venus de la Syrie. Je travaille avec des jeunes aujourd'hui en privé, des jeunes qui tombent dans cette secte, malheureusement. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais ils tombent dans cette secte par dépression, par la pauvreté, par l'ignorance, par l'oubli, par les échecs de la vie, pas de chance comme les autres. Il faut donner la chance à cette jeunesse. Il faut les mettre en confiance. Que ce soit sa couleur, que ce soit ses origines. La foi, elle est personnelle, mais on est tous français. On aime cette France. Et le jeune, il lui dit, j'aime ma France. Mais ma France, elle m'aime pas. Et c'est ça qui est triste. Je dis, la France, elle t'aime aussi. Comme tu l'aimes, elle t'aime. Mais montre ce qui t'a dans le truc. Montre-toi. Montre-toi en valeur. Montre-toi dans ton travail, dans ton comportement. C'est à toi de montrer ce que t'as. Et tu vois comment il va t'aimer la France. La France, il t'aime. Mais justement, en préparant l'interview, j'ai appris, je savais pas que Mohamed Merah, à 11 ans, il dormait dans des cages d'escalier parce que sa mère lui ouvrait pas la porte. Et là où je trouve que tu fais un travail exceptionnel, c'est tellement dur d'avoir de l'empathie pour une personne terroriste. Mais c'est vrai que quand on regarde sa vie, ce que tu disais, on comprend vite qu'il a énormément manqué d'amour et d'éducation. Et oui, tu racontes que tu as aussi dissuadé des jeunes de partir en Syrie, c'est ça? Oui, tout à fait. J'essaie de les aider, de le comprendre, parce que quand j'ai vu le parcours de Mohamed Merah, j'ai entendu son CV, j'ai été moi-même faire l'enquête sur lui à Toulouse, savoir qui il était, ce jeune homme. Qu'est-ce qu'il faisait quand il était jeune? Et quand j'ai vu son parcours, c'est pour ça que je l'ai pardonné ce qu'il était. Mais je pardonne pas la mère. Parce que la mère, elle est responsable de son enfant. Il avait que 11 ans. 11 ans, c'est pas la société qui éduque. C'est pas l'école. C'est la mère et le père. Le père, il a abandonné ses enfants, il est parti. Quand on l'abandonne de foyer au foyer, il devient quoi? Et tout ce qui se passe dans les foyers aujourd'hui, je veux pas citer. C'est l'horreur. Il va pas sortir indemne. C'est comme le prison. Quand un jeune est fait un petit vol ou un petit attaque, et on met dans le prison. Vous croyez qu'il va sortir mieux qu'il était?
il va sortir pire parce qu'il y a une école là-bas. Il y a une école de terrorisme. Il y a une école qui prépare les gens plein de haine. Le jeune, il sort, il est plus normal qu'il est rentré. Il est rentré par un petit bêtise, il sort avec la tête pleine de haine et il passe à l'acte. L'éducation, elle est importante. Si l'enfant, il n'est pas aimé, il n'est pas éduqué, il n'est pas accompagné, personne ne peut l'aider. C'est pour ça que j'ai l'enfant qui n'a pas de famille, j'espère qu'il tombera sur un bon éducateur qui peut l'aider. S'il y a des parents, certains parents, j'espère qu'ils sont conscients, au moins qu'ils font un repas par jour et qu'ils dialoguent avec leurs enfants, qu'ils accompagnent leurs enfants. Si mon fils il est enfermé dans sa chambre et je ne sais pas ce qu'il fait, je ne dois pas le laisser tout seul, parce que je dois savoir à qui il parle, à qui il adresse. On ne laissera jamais un enfant sans la vue des familles. On a toujours derrière nos enfants. C'est ça, les parents. Même quand on travaille, on doit rentrer, c'est notre responsabilité. Mais certains parents, malheureusement, ils oublient leur responsabilité et mettent tout à la responsabilité, soit de la société, soit de l'État. Tout le monde il a une partie de responsabilité, mais les parents ont priorité. Oui, pour moi, ça c'est un élément essentiel à comprendre que on n'est pas terroriste, on le devient, et que voilà, que ce soit un manque d'amour des parents ou que ce soit une société raciste ou inégalitaire, on crée les conditions d'un terreau fertile qui peut faire que ce genre de drame arrive. Et s'il y avait eu de l'amour et je sais pas, et de l'amitié, une carrière professionnelle ou du dialogue, on n'en serait probablement jamais arrivé là, quoi. D'abord, on a laissé beaucoup de choses se faire en France. On a laissé le trafic, on a laissé cette ghetto, plus en plus, ils sont fermes. Ouais. On a mis les gens ensemble et on a tout fermé les yeux. Et quand ils ont commencé à attaquer, là, on dit, oh là là, il y a certains enfants qui, quand on tend pas la main et quelqu'un qui vous tend la main, l'enfant, il va vers la personne qui tend la main parce qu'il est perdu. Il n'a plus rien. Et c'est ça que la société doit comprendre. Aucun enfant qui est terroriste. C'est archi faux. Chaque enfant, comme tous les enfants, si un enfant, il est bien éduqué, bien élevé, bien aimé, aller à l'école, dort de bonne heure, il se réveille de bonne humeur, il mange bien, il mange à l'heure, il est vraiment jusqu'à l'âge de 16-17 ans qu'on donne la chance à l'enfant il part. Mais si l'enfant de 11 ans, 10 ans, 8 ans, il est malheureux, quand vous entendez beaucoup de jeunes aujourd'hui se plaignent et te disent ma jeunesse, il y a beaucoup de profs qui m'aimaient pas, j'étais toujours pénie, j'ai jamais réussi. Il y a des enfants qui vous disent j'avais par exemple 14 sur 15 des bons points, ils m'ont mis dans l'école professionnelle, il fallait que je me rattrape pour faire des études, j'ai perdu 3 ans ou 4 ans pour rien parce que le prof il m'aimait pas. Quand vous entendez des choses comme ça, sur certains jeunes qui sont conscients, ils disent ça fait rien, je vais m'en sortir. Mais certains jeunes ils vont s'enfermer et c'est ça le plus dangereux. C'est pour ça que je dis c'est nous-mêmes qu'on les fabrique. Si on essaye de les aider, on sera pas là. On sera pas dans ce niveau où on est arrivé aujourd'hui. Quand vous allez dans l'école deuxième chance et que vous voyez que des Africains et des Maghrébins, vous vous dites il y a un problème. Pourquoi ces jeunes ne sont pas intelligents? C'est parce qu'on l'a pas aidé. Aujourd'hui, tu milites pour la paix et tu interviens notamment énormément dans les collèges pour diffuser un message de tolérance et de dialogue. Tu racontes que ces jeunes, ils te confient des choses dures, par exemple. Je suis né en France, mais on m'a jamais fait sentir français. Où ils te demandent, je suis noir, musulman, dans un quartier fermé, est-ce que j'ai une chance de réussir? Voilà, ma première question, c'est, je voulais te demander, qu'est-ce qu'ils te disent d'autres, ces jeunes qui ont perdu confiance en eux et en l'avenir? Aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai, certaines jeunesses qui habitent dans certains quartiers, qui vivent très mal, très mal parce que on les considère pas comme des Français. Ouais. On les oublie. Ils sont pas trop aidés. Et cette jeunesse, il a besoin d'accompagnement, il a besoin d'aide. Et quand un jeune, il vous dit, j'ai aucune chance, madame. Et il ferme les portes. Et quand je m'explique avec lui, certains jeunes, ils vous disent,
Regardez, je suis à l'école, par exemple. Mon prof, il est absente. 15 jours, 10 jours, il est absente. Il est en arrêt de maladie. Il n'y a pas de remplaçant. Parce qu'on est dans un quartier. Une école dans un quartier, on n'est pas intéressé par l'éducation nationale. On est moins aimé. C'est la vérité, madame. Comment vous voulez qu'on être comme les autres, hein? On a cette chance à réussir dans les études. On n'a aucune chance. Parce que les portes, ils se ferment. Quand il y a des écoles, il y a plus de chances, question de sortie, de loisirs. Nous, on a la piscine et on a le foot. C'est tout ce qu'on a. Ouais. On n'a pas de musique, on n'a pas de tennis, on n'a pas de sortie culturelle riche qu'on doit avoir. On n'a pas tout ça. Et il y a 2 France maintenant. Et ça, j'aime pas du tout. Je me bats pour ça. Aujourd'hui, je dis un jeune, il a le droit comme un autre jeune, que ce soit sur Paris ou Sarcelles ou Toulouse ou n'importe quel quartier Zizard ou n'importe quel quartier défavorisé. Il doit avoir cette liberté d'aller où on veut. Et c'est là, le jeune était dit, vous voyez, je suis enfermé même dans l'école. J'ai pas le droit d'aller à notre école. Je dois rester dans mon école. Où j'habite. Avec la carte scolaire. Voilà, cette carte scolaire qui oblige à l'enfant de rester où il est. Et il peut pas évoluer. Il peut pas rencontrer un autre jeune. Il rencontre toujours le voisin, son camarade où il habite, la même culture, la même tradition. Alors on peut pas connaître les valeurs françaises. Et c'est pour ça que je me bats aujourd'hui de dire ouvrir cette cité, ouvrir cet établissement scolaire, cette carte scolaire doit être retirée, de laisser la liberté à cette jeunesse. C'est pas de leur rendre service et de les mettre toutes ensemble. Et on dit, quand j'entends aujourd'hui certains politiciens, on peut pas rentrer tel quartier, mais ce quartier, c'est eux qui l'ont fabriqué, c'est l'État. Et qu'on a besoin de mixité, sinon ça peut créer des ghettos. Et effectivement, tu l'as évoqué, il y a pas mal d'inégalités. Par exemple, il peut y avoir moins de remplacements, moins de services publics, moins de transport, de culture, de sport, etc. Voilà. Est-ce que tu dirais que la société les a abandonnés, ces jeunes? La société, quand on met ces gens dans ces ghettos, la société, ils ont peur. Hein. Certaines sociétés, quand ils voient un jeune qui se balade, tout de suite on se méfie de lui. Le jeune évite d'aller au milieu de la société et il reste au loin de la société. Et il veut rester dans sa cité. Quand il dit je reste dans ma cité, je dis c'est pas ta cité, jeune homme. La cité appartient à la France. Tu habites dans cette cité. La cité ne t'appartient pas. Tu es libre. Il me dit libre avec quoi? Parce que vous le dites, Madame Benzieten, mais même pour faire un stage, je le trouve pas. C'est très difficile. Il y a certains parents qui mentent pour donner une autre adresse pour déplacer leurs enfants dans notre établissement scolaire. Ça devient grave. C'est pour ça que je dis, il y a 2 mesures. On dit il y a l'égalité, mais c'est très compliqué. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas. Il y en a pour certains, mais pas pour les autres. De tes discussions avec des jeunes, comment est-ce que un jeune peut en arriver à devenir terroriste? Tout simple, c'est quand on laisse un jeune dans son quartier enfermé. Vous savez, un jeune qui a eu des primes, c'est pas le terrorisme, c'est pas une maladie. Hein. Il est pas né terroriste. Moi, j'ai compris le système. Le système, c'est d'abord la pauvreté, l'ignorance, de se sentir toujours humilié par sa couleur, ses origines, tout ce problématique. L'enfant, il grandit avec une haine en lui. À un moment donné, il quitte l'école. Même s'il a les moyens d'aller plus loin, on le passe quand même dans l'école professionnelle. On l'oblige à passer dans l'école professionnelle. Moi, il y a des jeunes qui me disent, et on les oblige. Ils disent, il n'y a pas d'autre solution. Vous savez, même qu'on ferait des études, vous n'aurez pas chance de trouver du travail. Alors, il faut mieux aller faire un métier. Alors qu'ils ont le niveau pour faire des études supérieures, voilà. On va insister pour que... Voilà. Et ces jeunes-là, malheureusement, ils ont pas l'envie de faire un métier. Par exemple, certains jeunes que j'ai croisés, moi, que j'ai discuté avec eux, et ils disent, moi, j'arrive dans cette école et j'ai pas à choisir. Hein.
Et c'est la directrice ou le directeur qui choisit pour moi où je dois y aller dans l'école, dans quelle formation, soit dans le esthétique, soit dans le mécanique, soit c'est quelque chose que j'aime pas et je suis obligée d'être là. Et au bout de 3 à 4 mois, je lâche tout et je suis dans la rue. Voilà ce qui se passe. Et ça, moi, j'ai dit, à chaque fois, j'arrête pas de le dire, on fabrique nous-mêmes des bombes à retardement pour la société. Si on tombe la main à cette jeunesse, si on aide cette jeunesse, peut-être on sera mieux. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'heure actuelle, il y a les jeunes avec le Covid, la souffrance, et ils ont beaucoup quitté l'école, beaucoup de jeunes, ils ont abandonné l'école. Et ces jeunes, je m'inquiète, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est ça l'inquiétude. C'est pour ça que je dis, c'est chacun de nous, il fait l'effort à travailler pour cette jeunesse parce que c'est l'avenir. L'avenir, c'est la jeunesse. Justement, toi, tu interviens beaucoup auprès de ces jeunes. Alors, au-delà d'éviter d'autres Mohamed Merah, c'est quoi ton but? C'est de redonner confiance à ces jeunes pour qu'ils se battent pour leur futur et qu'ils fassent quelque chose de leur vie? Bien sûr, il faut lui donner déjà, il faut les écouter déjà. Il faut écouter ce qu'ils veulent. Parce que quand on n'écoute pas une jeune, on décide pour lui, c'est pas une solution. C'est-à-dire, déjà, il faut voir le jeune comme il vit chez lui. Il y a déjà des jeunes qui souffrent chez eux. Ils souffrent soit par l'absence des parents, l'absence de l'amour, l'absence de dialogue, il n'y a pas d'échange. L'enfant, il vit librement. Quand on vient à l'école, on dit il est mal élevé, mais il y a certains parents qui ont oublié d'éduquer leurs enfants, qui ont oublié d'être derrière leurs enfants. Ils croient que c'est l'école qui va éduquer, qui va élever, qui va faire tout. Mais l'école, il ne fera pas tout non plus. C'est pour ça qu'il y a un travail à faire avec les parents et avec le jeune. Et le jeune, pour l'aider aujourd'hui à prendre le bon chemin, c'est d'aller vers lui. De demander ce qu'il veut et comment on peut l'aider, de quelle manière. Mais si on laisse ce qui se passe aujourd'hui, on va créer que des fractures, plus qu'on croit. On va créer de la haine. Et je pense il faut créer la paix et de partager avec l'autre. On a besoin de paix, d'avancer dans la vie. Et quand tu interviens devant ces jeunes, tu leur dis quoi? Moi, je dis à chaque jeune que j'interviens dans une classe de 200, 300, 100 élèves, j'ai dit, aie confiance en vous. Perdez pas confiance. Perdez pas l'espoir. Vous êtes l'avenir de demain. Démarrez ce moteur. Si vous démarrez votre moteur, vous arriverez. Parce que le moteur, il est là. Vous écoutez. Vous enregistrez. Et vous avancez. Et vous verrez que vous réussissez. Même si vous travaillez pas en France, vous aurez une chance de travailler ailleurs. Parce que vous aurez des diplômes. Vous aurez des clés à ouvrir certaines portes. Mais si vous n'avez pas ces clés, vous ne pouvez pas ouvrir aucune porte. Alors, aie confiance en vous. Et quand un jeune, il vous dit, si tout le monde nous parle comme ça, madame, on démarrera tous notre moteur. Alors, c'est pour ça que j'ai pas le droit de m'arrêter. Je suis là pour démarrer tous ces moteurs. Cette jeunesse, ils ont besoin de les mettre en confiance, de les mettre en valeur et de l'aider à démarrer leur moteur. De les mettre en confiance. Parce qu'il y a l'ignorance, le manque d'amour, il y a aussi cette pauvreté qui fait beaucoup de mal. C'est clair. On n'a pas le même mode de vie. Il y a beaucoup de choses qui montrent certains jeunes. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est pour ça qu'il faut, quand je m'adresse à eux, c'est comme ça que je parle. Et vous verrez, je vous assure, je sais pas combien de jeunes qui pleurent parce qu'ils dialoguent pas avec leurs parents. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas d'amour avec leurs parents. Il y a des gens qui pleurent, ils n'ont pas de chance pour s'en sortir. Ils disent que je suis pas aimé à l'école. J'ai pas de chance, madame. Je suis finie. Vous voyez, il y a beaucoup de sortes de témoignages qui me touchent énormément et que je suis là derrière et je dis, ne baissez pas les bras. Restez debout. Aie confiance en vous. La chance, il va pas venir vous voir. C'est à vous d'aller la chercher. Chaque jeune, vous avez cette énergie. Vous avez cette énergie parce que vous êtes plus intelligent que nous avec tous ces matériels que vous utilisez plus facilement par rapport à nous. Vous êtes plus avancé. Alors vous pouvez avancer plus
parce que vous avez plein de choses dans votre tête. Alors, travaillez ce moteur. Et ne perdez pas l'espoir. Quand on perd l'espoir, là, on avancera pas. Mais l'espoir, l'amour, la santé, on va loin. On volera avec nos propres ailes. Et c'est dommage pour un jeune qui n'a pas d'espoir, qui n'a pas de rêve. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais plein de rêves. Il y a des rêves qui sont réalisés, des rêves, malheureusement, j'ai pas eu de chance parce que j'ai perdu mes parents, etc. J'ai mon parcours qui est un peu aussi difficile, triste, et je suis avancée. Je ne suis pas reculée parce que c'est d'avancer et laisser le passé. Parce que si on vient sur le passé, on vivra pas. On vivra que sur le passé, on vivra toujours triste. Il faut avancer dans la vie. Pour avancer, il faut pas perdre d'espoir. Les gens, ils viennent vers moi, ils me serrent dans les bras, et les câlins, les bisous, les pleurs. Et les profs, ils vous disent, madame, vous faites en 2 heures la conférence. Les jeunes, ils ne bougent pas au bout de 3 heures. Vous arrivez à passer un message, ils sont à l'écoute. Vous faites un travail de 6 mois en 2 heures. Et ce qu'il y a besoin aujourd'hui, il y a besoin de dialogue, d'échange, de créer la confiance, d'apporter l'amour à un jeune. L'amour, il est important. Là, quand on a de l'amour, on a des rêves, on a d'espoir, on se sent léger, on trouve notre place dans la société, on va où on veut, on a confiance en soi. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter ou des histoires de l'impact que tu as pu avoir sur des jeunes à travers ton association Par exemple, j'ai fait rien que le projet que j'ai fait avec l'Israël et les Palestiniens. Ouais. C'était un projet extraordinaire. C'était un projet qui était compliqué, difficile à en faire, mais j'ai réussi. J'ai réussi à faire sortir les Palestiniens et les Israéliens, bien sûr, et d'arriver en France, de trouver ces jeunes. Chacun il a peur de l'autre. Ils voulaient pas dormir dans la même chambre parce que je voulais faire c'est ça le vivre ensemble, de mettre un Israélien avec un Palestinien, et en plus c'était un mélange, c'était Israélien juif, Israélien arabe, Israélien chrétien, Palestinien. Il y avait un mélange d'enfants. Et je me rappelle un jeune il m'a dit ah non madame je dormirai pas avec Palestinien, j'ai très peur. Et Palestinien il m'a dit la même chose, ah non je dormirai pas avec lui, j'aurais peur de lui. Et je dis, écoutez, il faut retirer la peur et je vais être gardienne devant la porte. Quand j'entends quelqu'un qui crie, je rentre. Voilà. Et on verra bien comment ça va se passer. Il m'a dit, vous serez derrière la porte? Je dis, oui, je serai derrière la porte. Je serai gardienne. Je vais surveiller. Vous inquiétez pas. La première nuit, c'était bien passé. La deuxième nuit, très bien passé. Et la troisième nuit, ils se mettaient à chanter toutes les deux. Et je trouvais ça, c'est formidable. Quand on voyait un Palestinien avec un Israélien qui chante la même chanson, j'ai dit, mon Dieu, j'ai gagné. Vous voyez, c'est des petites choses tout simples. Parce que le peuple, il est pour rien. C'est juste problème politique. Mais le peuple, ils se connaissent pas, mais ils se connaissent même pas la culture. Quand j'entends des Palestiniens, il m'a dit, madame, il fallait venir jusqu'à Paris pour connaître l'Israélien. Et on habite juste à côté. C'est grâce à vous. Quand vous entendez un Israélien, il vous dit, madame, je vous promets, je vais partir et je vais créer le pont de la paix avec toute cette jeunesse. On va garder le lien et on va travailler ensemble. Et rien que quand vous entendez des choses comme ça vous fait chaud au cœur et dit, voilà, je ne fais pas quelque chose pour rien. Il y a un travail de paix, il y a un travail de vivre ensemble, il y a un travail de tolérance sur l'humanité, c'est important. Et voilà, c'est un exemple super symbolique. J'imagine qu'il y a plein d'autres histoires, peut-être de jeunes qui, je sais pas, ont osé faire les études qui leur plaisaient ou je sais pas, je dis n'importe quoi, lancer leur entreprise ou peut-être arrêter de dealer ou je sais pas, d'autres. Est-ce que tu aurais d'autres exemples de comment ça peut aider des jeunes à reprendre leur vie en main? Bien sûr, il y a des jeunes qui ont confiance en eux, qu'ils arrivent à monter une petite entreprise, qui réussissent, mais malheureusement pas en France.
Il y en a qui Ok. partent à Canada, il y en a qui partent à Dubaï, il y en a qui partent... j'ai croisé pas mal de jeunes que j'ai connus, qui ont réussi ailleurs. C'est pour ça que je dis il faut étudier pour réussir. Et il y en a certains qui te disent c'est dommage, je ne pouvais pas créer ça dans le pays où je suis née, dans mon pays. Je suis obligée de créer quelque chose ailleurs et je suis née en France. Et je dis pourquoi tu l'as pas fait en France? Ben, c'est pas aussi facile, madame. C'est compliqué. En France, il faut ouvrir un kebab, par exemple. Ce qui mérite. Je dis pourquoi un kebab? Pourquoi tu ouvres pas un bon restaurant? Pourquoi tu mérites pas un bon restaurant? C'est compliqué, madame. Non, c'est pas compliqué. Aie confiance en toi. Tu vois, moi, je peux, si j'ai le temps, j'ouvrirai un grand restaurant. Et j'appellerai le restaurant Imed. Et je tenterai. Et les gens, ils vont venir une fois, deux, une fois, trois. Et quand ils vont voir un bel accueil, un bel repas, et qu'ils sont contents, et à l'ambiance, eh ben, j'aurai des clients, j'aurai du succès. C'est comme ça qu'il faut faire. Et confiance en soi. C'est sûr, pour démarrer, c'est difficile. Il faut se lancer. Il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui manquent. Ils veulent, soit ils ont des barrières qu'ils ne peuvent pas, ils font des demandes, c'est refusé. Ils veulent faire des choses, mais c'est pas facile. Oui, parce qu'ils ont des vrais obstacles racistes ou inégalitaires. Voilà. Il y a même, je croise des jeunes qui ont un bac +5 et qui travaillent dans le McDo. C'est pas, je dis pas, c'est pas un travail, certes, mais quelqu'un qui fait un bac +5, il peut faire autre chose. L'an dernier, tu as gagné le prix Zayed Award de la fraternité humaine. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Oh, alors ce prix-là, c'est une surprise et un joie je travaille en France, en Europe, et je reçois d'un prix d'ailleurs, d'un pays arabe, qui m'a beaucoup touchée, parce qu'ils ont vu le travail que je fais en Europe, et surtout en France, et ça a changé beaucoup de choses. Ça m'aide, c'est une fierté, c'est un honneur, et je vous assure, je ne croyais pas. Quand ils m'ont lancé ça, je croyais pas. Je disais, ah bon? Il me dit, oui, vous devez être heureuse, faites la fête, vous êtes très zaïde, madame, une femme française, musulmane, marocaine, vous gagnez ce prix-là, c'est important. Et moi, j'ai appelé mon fils et je me suis mis à pleurer toutes les deux. Et je dis, tu te rends compte, on a gagné le prix, et c'était un joie, ça m'ouvrait les portes. Aujourd'hui, ça va m'aider à m'avancer aussi, de faire pas mal de choses, parce que j'ai envie d'ouvrir un centre social au Maroc pour travailler aussi avec les jeunes qui traînent de noyer dans la mer, et j'ai envie de les sortir de là, de travailler aussi avec eux là-bas sur place. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une haine croissante envers les musulmans. Il y a même eu pendant les élections des candidats qui voulaient interdire les prénoms étrangers. Alors vraiment merci, ça fait vraiment du bien d'entendre des femmes musulmanes et françaises inspirantes comme toi. Là, il y a pas mal de gens qui écoutent ce podcast. Comment est-ce que les personnes qui nous écoutent, on peut t'aider dans ton combat pour la paix? Bien sûr, aider. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de même bénévolement dans l'association, même matériellement, adhérer à l'association, de voir aussi la réalité sur le terrain. Parce que moi aujourd'hui, je suis sur le terrain. C'est pour ça que je dis aux politiciens, il faut être sur le terrain pour voir cette fracture, cette souffrance. Si on n'est pas sur le terrain, on ne peut pas constater. On constate qu'il par des courriers, par des discours, mais il faut être sur le terrain pour voir toutes nos souffrances. Moi maintenant, je vais même dans les certains appartements, certaines familles pour voir comment ils vivent. Et je vous assure, ça fait mal au cœur. On dit, il y a une deuxième France, il y a de quoi dire une deuxième France. Et normalement, il doit être une seule France pour tout le monde. Merci beaucoup Latifa pour tout ce que tu fais. Si vous voulez l'aider, évidemment, je vous mets les liens en description de l'association Imed. Et si tu veux plus d'épisodes avec des humains rayonnants comme Latifa, clique sur le bouton s'abonner et partage ce podcast à un proche qui a peut-être été touché par les attentats, par exemple. Voilà. Merci beaucoup Latifa.